Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Merci à vous qui donnez des commentaires, qui écrivez des longs tests. On aime lire ça, ça fait plaisir que quand on raconte son histoire, on ait des commentaires, des points de vue, des avis différents des personnes qui ont suivi son histoire attentivement. Merci pour l'effort que vous faites. Merci, ça encourage vraiment et ça fait croître la team. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp, j'insiste, qui défile au bas des vidéos et qui se trouve sur toutes mes vidéos la plupart du temps. Dans le générique, il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter dessus pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler. Aujourd'hui, on a une histoire qui nous vient de loin, une histoire qui nous vient du Canada. Yes, on salue toutes les mamans et les papas canadiens. Vraiment, merci beaucoup pour le partage. Nous sommes une grande communauté maintenant au Canada, États-Unis. Ça fait vraiment plaisir, c'est très encourageant. Merci à vous tous. On a notre maman Gisèle. Maman Gisèle nous a appelés parce qu'elle dit qu'elle a écouté l'histoire de Maman Bijou. Maman Bijou qui a partagé son histoire à partir de Kinshasa. Elle dit que quand elle écoutait cette histoire-là, elle pensait à elle-même. Elle a dit non, je ne vais pas me taire, je vais raconter mon histoire. En tout cas, merci pour ce partage, ça fait plaisir d'en parler. Elle nous dit ceci. Kabibi, mon histoire ne commence pas par moi. Commence par mes parents. Qui sont ses parents? Sa maman s'appelle Maman Odette. Maman Odette, hein, c'est une Moulouba. Ce sont des Congolais de Kinshasa. Maman Odette, ses parents et elle, non, ses parents se sont connus dans le Kasaï. Ils ont eu Maman Odette et l'aînée. C'est la fille aînée. Après Maman Odette, il y a eu 7 autres enfants. C'est ça? Après Maman Odette, il y a eu 7 autres enfants. Son papa travaillait à la MIBA. MIBA, c'est la société pas pétrolière, c'est la société minière dans le Kasaï. Donc, c'est la société qui traite l'or, les diamants et tout ça avant exportation ou un peu, enfin, pour travailler. C'est la société de diamants, enfin, des matières minières, hein, matières premières qui sont dans le Kasaï. Donc, c'est une très grosse boîte. C'était même la boîte principale dans le Kasaï, hein, dans le Kasaï oriental, en Mbujimaï. C'était vraiment une très grande boîte. Beaucoup de cadres, les gens se retrouvaient là-bas. Alors, elle dit, Maman Odette, son papa était vraiment un grand directeur à la MIBA. Il était tellement grand directeur qu'il a mis au moins tous ses enfants là-bas en Mbujimaï et puis on l'a muté à Kinshasa. Donc, dans les bureaux fermés là, de la MIBA, là, les gens qui font des transactions, c'est là qu'on est parti poser son papa. Donc, quand son papa arrive à Kinshasa, il est logé à ma campagne. Grande maison avec piscine, voiture, chauffeur, tout ce que vous voulez. Donc, Maman Odette, là, vient d'une très bonne famille. Les enfants gâtés. Les enfants qui avaient des chiens méchants chez eux. Pas méchants, mais pour jouer. Les gens d'enfants, là, à qui on donnait tout. Donc, son papa, vous comprenez bien que c'était un Moulouba. Les Balouba, à la base, sont polygames. Ils aiment les femmes. Donc, il respectait sa maman, mais laisse-moi vivre ma vie, mon temps, mon argent. Son papa sortait, son papa faisait sa vie et tout, et ils étaient à la maison avec maman. Ça veut dire que c'était des filles qui avaient vu leur papa
Maltraiter leur maman, on va dire ça, parce que quand ton mari te trompe comme ça partout là, ça fait mal au cœur. Donc, leur maman s'est battue pour qu'elle positive le mariage. Qu'elle ne pense pas que le mariage, c'est une torture, c'est un... Non. Les hommes, parfois, il faut les comprendre, il faut les accepter, il faut les tolérer, en fait. Leur maman s'est battue à leur apprendre ça. Mais par contre, elle leur disait, il faut aller à l'école. Elle voulait que ses filles fassent des études. Donc, Odette, enfant gâté, quand elle termine, on l'envoie à l'université de Kinshasa. On va fermer la parenthèse Odette. On va aller dans la vie de son papa. Son papa, papa Gérard. Papa Gérard, lui, son père aussi, c'est un haut fonctionnaire. C'est ça? Son père, c'est un haut fonctionnaire à Kinshasa qui a beaucoup d'argent. Eux, par contre, ils habitent à Ipen. Ipen, c'est aussi un grand quartier bourgeois, donc ils sont vraiment à Ipen terminus, là. Quand vous allez derrière, là, on prend les bus. Derrière, vous voyez les quartiers qui descendent, là. C'est là qu'ils habitaient. Beau quartier, villa, grande maison, papa à l'argent. Par contre, lui, il n'était pas l'aîné. Il était le deuxième de la famille. Donc, il avait son grand frère, il y avait lui, et il avait 7 petites sœurs. Ils étaient 9. C'était aussi des balouba. Donc, sa maman, elle avait raté son coup. Elle a pompé les filles jusqu'à fatiguer. Donc, quand elle a accouché les filles, elle s'est essoufflée. Elle a laissé tomber 9 enfants. Elle a cherché les garçons, n'a plus eu. On comptait que sur les 2 garçons-là. Maintenant, le problème est que Gérard, il était très intelligent à l'école. Son grand frère était un peu genre bourruque, pendant que c'était l'aîné. Donc, le papa, toute la confiance posée sur Gérard. Donc, Gérard avait beaucoup d'autorité, vu qu'il savait que son grand frère était bourruque. Donc, il a grandi déjà, il est Moulouba. En plus, il a l'autorité parce qu'il est comme le grand frère de la maison. On a pris Gérard, quand il a terminé, il a dit qu'il va aller à l'université. Il va aller faire la Polytechnique. Elle-même, elle me dit, son papa fait partie des gens, première promotion des Polytechniques qui avait ouvert à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, à l'UNIKIN. Quand ils ont commencé Polytechnique, c'était son papa dedans. Elle dit le nom de son papa est même marqué à la faculté, là, les premiers étudiants. Parce que la Polytechnique, là, il faut avoir la tête. Hein. Donc, son papa était en Polytech. Il a fait ses 3 ans. Quand il arrive en G3, c'est quand sa maman vient sur les campus. Odette arrive au campus, elle a 18 ans, non? C'est une bonne fille. L'enfant de papa et maman, elle a les bacs, on l'a inscrit à l'université. Elle vient tous les jours à l'université en voiture. Quand elle arrive comme ça, les enfants des bonnes familles se reconnaissent entre eux. Ils ont seulement les petites touches, façon de parler, d'être, les voitures qui t'amènent, les chauffeurs qui regardent si tu es entré dans l'auditoire. Il a compris que c'est là et moi, on vient du même milieu. C'est comme ça qu'elle dit très vite. Vous savez que quand les petites là arrivent en première, tous les vieux loups viennent regarder qui viennent d'arriver. Ceux qui ont déjà fini avec les fiancés, ils ont déjà joué avec les filles du campus. Maintenant, ils viennent chercher les nouveautés. Donc, lui aussi vient chercher les nouveautés. Il tombe sur Odette. Il tombe sur Odette, il flash sur Odette. Il dit, il faut balouba, les jambes bien pleines. Moi, c'est moi la fille ici. C'est comme ça qu'il approche Odette. Odette aussi, bon, ne connaît pas les garçons. C'était l'enfant des mamans et tout ça serré à la maison. Elle dit, elle va tenter les coups. Odette n'a pas d'expérience. Odette commence seulement la première année comme ça. Elle fait 7 mois à l'université. Odette tombe enceinte. Elle ne le connaît même pas bien. Quand elle tombe enceinte, lui, il a beaucoup d'autorité parce que chez eux, il est comme les grands frères. Il lui dit, tu vas accoucher. Vous savez, les balouba, comment ils sont? Tu vas accoucher. Moi. Et il dit à Odette, elle va accoucher. Odette va faire comment? Odette rentre chez elle, elle cache la grossesse jusqu'à la grossesse sort. Ça fait 3 mois. La maman découvre. Odette, ça c'est quoi? C'est ce que tu as appris au campus. La maman indignée. La maman a peur du papa qui est très riche. Le papa de la Miba, là, il est très riche. Donc, la maman ne sait pas comment faire. Elle est obligée de dire au papa. Le papa est indigné. Odette, c'est la fille aînée. C'est quel exemple? Et tout ça. Tu es enceinte de qui? Elle dit, je suis enceinte d'un Moulouba, là, ils habitent à Ipen, son papa aussi a l'argent. Quand ils ont entendu la position du papa, elle-même, elle dit, sa maman dit, ça les avait apaisés. Quand même, ce n'était pas les chauffeurs des taxis, le garçon qui va des cacahuètes, tous les carburants, non. C'était une famille qui avait un nom à Ipen. Elle dit, ok, on va aller les voir.
Quand ils arrivent chez les parents de Gérard sont très surpris et tout. Gérard dit, maman, c'est ma grossesse. Comme il avait de l'autorité et qu'il était intelligent et que son papa comptait sur lui parce que le premier c'était un con, le papa dit d'accord, on va la prendre. De toute façon, elle venait d'une bonne famille. Mais elle est venue au mariage. C'est le papa de Gérard et Gérard qui ont fait les études. La maman de Gérard, elle n'a pas été à l'école. C'est une maman Moulouba qu'on avait épousée par un monsieur qui travaillait à la MIBA. Donc, elle a la mentalité du village que quand tu vas dans la belle famille, on doit te faire souffrir. Est-ce qu'on parle de la belle famille pour être heureuse? On parle de la belle famille pour être domestique, pour être boniche. Même si elle est travailleur, toi, tu dois seulement souffrir. C'était ça la mentalité de la maman de Gérard. Elle ne savait pas, elle avait seulement la villa Ipen. Quand on l'a laissée là-bas par ses parents, parce que ses parents aussi, ce sont des Balouba qui ont la tradition, tu dois aller chez ton mari. Il doit être ton responsable. En plus, il l'avait reconnu. Donc, on la laisse là-bas à Ipen. Quand on la laisse à Ipen, imaginez maintenant, lui, Gérard, ils sont 2 garçons et 7 filles. Ça veut dire que tu es parti habiter dans une maison où il n'y a que des filles. Des filles qui automatiquement ne t'aiment pas parce que tu es la belle-sœur. En plus, on t'a engrossé, tu es mal éduqué. Ah, on lui a fait ça, elle a regretté sa mère. Elle a commencé à pleurer même que qu'est-ce qui m'avait poussé à aimer ces garçons ici. Elle a souffert jusqu'à ce qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, c'est devenu encore pire. Tu dois t'occuper de ton bébé, piler même. Il y a des travailleurs, mais on te dit, va piler les saka. La maman l'a fait souffrir parce que la maman de Gérard a dit, elle Odette, chez eux, ils ont l'argent. Mais elle a dit que le papa de Gérard a beaucoup d'argent. Elle est venue pour s'accrocher. Ça, ce sont des filles qui partent au campus. Son fils est avec les filles depuis longtemps. Elle est venue s'accrocher. Pourquoi? Parce qu'elle veut rester la femme de Gérard. Donc, elle ne veut pas donner le choix à Gérard que quand il termine là, son diplôme, il choisit la femme qu'il veut. Elle a fait exprès de prendre la grossesse pour venir habiter chez eux. Alors, elle va habiter. La maman là la faisait souffrir exprès et ses belles-sœurs ne l'aimaient pas. Pour rien. OK. Elle serre le cœur comme ça. Lui, il termine. Elle a fait que 2 ans. Quand elle a fait les 2 ans là, il a terminé. Quand il termine, elle tombe enceinte. Il la met enceinte. Il trouve une connexion à Lubumbashi. Donc, elle, ça veut dire que quand elle est tombée enceinte, elle a arrêté les études hein, parce qu'elle est partie au mariage sans qu'on l'épouse. Elle tombe enceinte, ça veut dire que lui, il a le diplôme, il ne peut pas l'épouser, elle est enceinte. Chez les Balouba, on n'épouse pas les femmes enceintes. Son papa, déjà même indigné, fatigué, de toute façon, son papa, il faisait sa vie, il avait l'argent. C'est la maman qui faisait que pleurer, Odette Wagné, Odette ma fille, Odette. Odette tombe enceinte du 2e enfant. On prend sa Odette, on l'amène dans le Katanga à Lubumbashi. Ses parents n'ont jamais mis les pieds là-bas. La maman reste avec les soucis à ma campagne. Et ma fille. Le papa de Gérard, un polygame, mais polygame de numéro 0. Son papa, là, il était haut fonctionnaire. Tellement il avait l'argent. Il faisait les enfants partout. Donc, Gérard et son frère, c'était les aînés de la femme officielle de la maison, de la maman là qui faisait souffrir Odette. Mais son mari, il avait les enfants tout Kinshasa. Gros nom, tout Kinshasa. Maintenant, le problème est que ce papa-là, tellement il faisait la vie, Kinshasa était bon. C'était sucré. Ce papa-là n'avait pas acheté de maison. Là où ils habitaient, ils peinent là. C'était dans une maison logée par la société, par l'État, parce qu'il était haut fonctionnaire. Villa là qu'il habitait où la maman faisait souffrir les gens. C'était la maison de l'État. Ces papas-là, ils donnaient que l'argent aux femmes, faisaient les enfants aux femmes. Toi, tu veux l'argent des commerces, prends. Toi, tu veux comme si, faisons la fête et tout ça. Il n'a pas acheté des maisons dans sa vie. Sa chance, c'est que quand son fils termine, il a trouvé un super boulot à Lubumbashi. Il arrive à Lubumbashi, sa maman accouche de son 2e enfant. Donc, l'aîné de sa maman, c'était un garçon. Après, elle a accouché une fille à Lubumbashi. Après seulement avoir accouché la fille, ils ont décidé maintenant de se marier parce qu'il travaillait, il avait l'argent. Donc, sa maman, on est venu l'épouser avant d'accoucher Gisèle qui nous a appelés. Donc, Gisèle, c'est le premier enfant qu'on a accouché marié. Les autres, on les a accouchés avant. Chez les Balouba,
Quand tu accouches le premier enfant, quand c'est un garçon, le mari donne le nom à son papa. Quand c'est une fille, il donne à sa maman. Bon, comme chez eux, les premiers c'était un garçon, il avait le nom du papa de son papa. La deuxième c'était une fille, elle avait le nom de sa maman. Donc la maman qui faisait souffrir Odette là, tu accouches ta première fille, tu lui donnes son nom. C'est obligatoire. Ou c'est la coutume, ou c'est eux qui s'imposent. Donc, le papa et la maman ont déjà pris les noms. Quand ils se marient, ils accouchent Gisèle. Au troisième enfant, on donne aussi à la femme. Donc, Gisèle ici qui m'a appelé, elle porte le nom de la maman de Odette. Donc, Odette a eu que Gisèle. Quand elle a accouché après Gisèle, le quatrième enfant, on a donné le nom à l'oncle du papa. Le cinquième enfant, c'était une fille. On a donné si c'est à la tante, si c'est à la sœur, si c'est à quoi. Donc, chez eux, ils sont 5. Il n'y a que Gisèle qui a le nom côté maman. Et c'est le nom de la belle-mère. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand ils arrivent à Lubumbashi, c'est 2 Balouba qui habitent à Lubumbashi. Le papa a l'argent. Le papa Gérard, là, il voyait comment son papa tournait à Kinshasa. Il sait qu'il a des frères et sœurs partout. Son papa, c'était un ambianceur. Donc, c'est dans les veines, c'est dans les sangs. Il arrive à Lubumbashi, il commence l'ambiance. Katanga. Comme ça, manger les michopos dans la rue. Le papa a commencé l'ambiance avec les filles du Katanga là-bas. Les filles là sont chaudes comme wow. Le papa a déchaîné. Du coup, Odette, sa maman avait beaucoup de soucis parce que Odette est partie à Lubumbashi seule. Ça veut dire qu'avec maman, c'est maman, tu sais que mon mari là, il a fait comme ça. Tu sais que Gérard a fait comme ça. Ah bon? La maman a commencé à se plaindre. A commencé à tirer un peu les oreilles à Gérard. Ah, papa Gérard, j'ai entendu Odette là-bas, tellement que la maman a des soucis. Elle a peur pour sa fille. Gérard s'est fâché. Donc, le papa de Gisèle, il s'est fâché. Pourquoi la belle-mère se mêle de sa vie? Que lui trompe Odette ou pas, est-ce que c'est son problème? Hein? Lui, c'est son foyer. Il les gère comme ça. Pourquoi elle vient intoxiquer Odette? Pourquoi Odette, à chaque fois qu'elle se plaint, d'ailleurs, maman avait dit, vous voyez les enfants qui ont bien grandi là, maman, papa. Lui, il a commencé à se fâcher. Et quand il s'est fâché, il faisait quoi? Il disait à sa maman. À la base, sa maman n'aimait même pas cette Odette-là. Malgré qu'on l'a épousée parce qu'elle avait déjà mis au monde les enfants. Et puis, il ne voyait pas comment ils allaient la chasser. Vous imaginez bien que Odette, elle a fait 2 ans chez eux avec un bébé, plus l'année de la grossesse, presque 3 ans chez eux. Toutes ses belles-sœurs ne l'aimaient pas. Il la faisait souffrir. Donc, il y avait des jours, elle les répondait. Il y avait des jours, s'insultait. Il y avait des jours, vous voyez, c'était des jeunes filles. Chez eux, là, dans la belle famille, hein, on ne l'aime pas. Même quand elle est partie au mariage, on ne l'aimait pas. Donc, quand lui, il a dit seulement à sa maman que la maman d'Odette s'est plaignée, la maman, là, s'est fâchée. C'est fâché, c'est devenu qu'elle n'aime plus Odette officiellement avec ses enfants. Même les enfants ne les aiment plus. On ne sait pas pourquoi. Le problème maintenant qui est là, c'est quoi? Le papa ici, Gérard, a détesté sa belle-mère. Alors, elle ne m'a pas donné les détails de ce que la maman d'Odette avait dit. Pour que vraiment tout le monde se fâche comme ça, c'est que la maman d'Odette aussi, elle avait dit quelque chose. Mais vous comprenez que c'est sa petite fille, elle ne peut pas dire sur YouTube. Bref. Le garçon Gérard a détesté la maman d'Odette. Or, Gisèle porte le nom de la maman d'Odette. Elle dit, tu sais, Kabibi, ce sont des choses qui se passent inconsciemment. Papa, tellement qu'il a haï la maman de maman. Donc, maman, même, quand il voulait même envoyer un cadeau à sa maman, c'était en cachette. Il a tellement haï qu'il m'a haï moi. Comme moi, j'avais le nom de la grand-mère. Je ne sais pas si quand il me regardait, il la voyait en moi aussi, il faisait comment. Papa ne m'aimait plus. Donc, le papa a commencé à manifester un manque d'amour envers elle. Pourtant, dans leur maison, c'est elle la plus intelligente. Elle dit, chez nous, moi, je suis celle qui, depuis que j'ai commencé première primaire, jusqu'au bac, j'étais la première de la classe. Première de la classe, c'est automatique. Chez nous, on sait déjà que je suis première de la classe. J'étais très intelligente. Très intelligente. Imagine, tu réussis à l'école. C'est ça qui faisait manquer les arguments à papa envers moi. Mais tu vois, c'est moi qui ne t'aime plus. Tu l'énerves en fait. Je l'irritais. Ils ont grandi comme ça. Son papa était parti dans le Katanga en 83, elle m'a dit.
Donc, ils sont restés de 83 à 2001. Quand ils arrivent en 2001, le papa, l'argent. Il a eu un topo, un bon boulot. On l'a nommé gros directeur à Total, à Kinshasa. Donc, il fait déménager sa famille et rentre à Kinshasa en 2001. Quand ils arrivent là-bas, elle dit son papa, c'est parmi les premiers. Elle dit, tu vois le quartier Pompage. Pompage, c'est un quartier maintenant qui est très développé à Kinshasa. À l'époque, c'était seulement des terrains vides, pas marécageux, mais c'était loin du centre-ville. Elle dit, tu vois Pompage, papa, quand on arrive en 2001, papa avait déjà acheté son terrain là-bas. La rue sur laquelle nous, on a construit notre maison, ça a le nom de papa parce qu'il n'y avait personne. Elle a dit, chez eux, à Kinshasa, ils ont leur maison dans la parcelle, hein, qui avait 6 chambres en étage. 6 chambres, 4 toilettes, 4 salles de bain ou quoi. Il y a 3 annexes qu'on va appeler annexes par politesse, mais c'est 3 maisons de 3 chambres dans la parcelle. Et en dehors de ça, il y avait maintenant une annexe de 2 chambres. 6 garages. 6 garages pour les voitures. 6. Sans compter les terrains. Donc, chez eux, on ne sait pas si on va appeler ça une maison. C'est comme... en fait, chez eux, c'est comme un lotissement, mais c'est chez eux. Elle dit, il n'y avait personne à Pompage. Donc, papa, je ne sais pas combien il avait acheté les terrains, là, mais il avait aussi l'argent. Il avait acheté les hectares. Donc, je crois qu'il a pris même 1 hectare ou 2, il a construit ses maisons. La maison là des 6 chambres, ces maisons que tu marches dans les couloirs, tu te fatigues. Ce n'est pas chambre de 9 mètres carrés, c'est des chambres de 25 mètres, de 15 mètres, des choses comme ça. Très grande maison. Leur papa est devenu riche, plus qu'à Lubumbashi. Elle dit maintenant, leur papa là, quand il est arrivé à Kinshasa, déjà il faisait la vie à Lubumbashi. À Lubumbashi, il trompait tellement maman, tellement qu'il n'aimait plus la belle-mère, il tapait leur maman. Tu vois, il rentrait sous, il a vu un tembo là-bas, quand la maman vous faisait, ah, ma coffre, il commence à la taper. Elle dit, nous, on a grandi, on tapait maman. Tapait carrément, maman, dans la maison. Elle dit, ça traumatise les enfants. Vous êtes dans la chambre. Vous avez peur, c'est comme si vous avez envie de sortir, maman, laisse-moi, hey, maman, faut beaucoup dans les couloirs, maman court. Hey, dans la vie là, parfois, il fouillait, comme il c'était une très grande maison, il passe s'enfermer dans les chambres ou bien sort. Les travailleurs, maman, papa. Elle dit, on a grandi comme ça. Maman n'avait rien à dire. Déjà, on a insulté même sa maman. Papa l'a maltraitée, mais elle avait grandi avec l'éducation de ne rien dire. Parce que notre grand-mère, déjà, son mari avait beaucoup d'argent, l'a trompée. Donc, imagine quand maman lui fait ça. Qu'est-ce que mamie va lui dire? Il va dire, reste seulement au mariage. Bon, de toute façon, elle allait partir aussi. Elle n'avait pas étudié. L'argent, le niveau de l'argent de son mari. Au Congo, là, si tu divorces un mari comme ça, tu crois que si tu as la chance, tu vas partir avec une maison. Si tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup prié. Les maris, là, qui sont comme des chefs coutumiers qui arrachent tout aux gens. Tu peux être la femme de je ne sais pas qui. S'il a un mauvais cœur, tu vas sortir de cette maison avec tes habits s'il est gentil. Il ne va pas te donner, tu ne vas rien lui faire. Même si tu parles, la loi a dit, lui, il a dit aussi. Il est tellement puissant. Donc, leur maman, quand elle regardait, elle ne disait rien. On l'a tabassé. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Donc, même quand il venait, elle faisait comme si elle ne l'a pas vu. Pourquoi on ne la tape pas? Ils ont grandi comme ça. Elle, on l'a maltraitée. Maintenant, elle dit, c'était à cause de tout ça là. Quand elle a eu 17 ans, ils étudiaient dans des bonnes écoles et tout ça. Elle est tombée amoureuse. Parce qu'elle cherchait un repli, elle cherchait. Elle dit, tu vois, dans la maison, quand il n'y a pas une bonne ambiance, quand les parents sont, ils sont comme s'ils font semblant, ils sont comme s'ils ne s'aiment pas, ils sont comme si, tu vois. Ah, tu cherches un endroit où aller t'apaiser. Quand j'ai eu 17 ans, je suis tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse d'un garçon qu'elle a commencé à fréquenter pendant 2 ans, il ne s'est passé rien. Quand elle a eu 17 ans, elle est tombée amoureuse de lui. Ils ont commencé à sortir ensemble. Maintenant, le garçon là, c'était un Moussoaïli, un garçon de l'Est. Ce garçon-là, il était à IBTP. C'est l'Institut des bâtiments au Congo. Ce n'est pas l'université. C'est un institut supérieur. Donc, son papa, elle ne sait pas comment son papa a fait pour apprendre. Ouais, les papas là qui ont beaucoup d'argent, ils sortent mais contrôlent leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les rencontrer au bar, là où ils peuvent faire l'ambiance. Mais c'est arrivé aux oreilles de son papa qu'elle sortait avec un garçon qui était à l'IBTP.
Elle dit, hein, j'avais 17 ans. C'est la première fois que papa m'a touché sur le corps. J'ai senti ce que maman sentait. Hein? Papa m'a tapé lui-même. Il n'a pas donné au travailleur de me taper. Il m'a tapé, il a terminé, il m'a rasé la tête. C'est ça qui te montre que c'est un Moudouba. Tu sais que les Badouba, ils ont tendance à taper leur femme et à raser les cheveux. On lui a rasé la tête. Chez eux, à Kinshasa. Comment tu vas aller à l'école? Qu'est-ce que tu vas même dire? Elle dit, quand tu rases là, on te met l'huile ou les savons là, on fait passer la gilette, comme ça ta tête va briller. C'est comme le postolo, comme si tu as le deuil. On l'a rasé la tête par son papa. Son papa l'a grondé. Tu peux aimer un garçon moussoïli, hein? Qui n'est même pas intelligent. Moi, j'ai fait la polytechnique. Un bourrure qui va étudier à l'IBTP. Ce n'est même pas l'université. Son diplôme n'aura même pas de valeur. Le papa s'est fâché. Elle dit, tu vois, le fait qu'on m'ait rasé la tête là, j'ai dit, moi, si je laisse mon copain là pour ce papa ici qui m'a touché sur le corps, il va voir. Je ne vais pas laisser. Malgré tout ce qu'il avait dit, j'ai continué avec mon copain. On m'est tapé chez nous. Elle dit, moi, donc, je sais c'est quoi quand on dit femme battue. On me tape, mais je continue. Je suis devenue têtue. Têtue parce qu'on me tapait, pas têtue parce que je l'aimais. Papa comme ça me tapait. Jusqu'à un jour, qu'est-ce qu'il avait dit? Il lui a dit, un jour, il lui a dit que elle lui faisait la honte. Il a presque maudit, quoi. Donc, tu me déshonores. Je regrette de t'avoir eu comme enfant. C'est normal, tu as le nom de ta belle-mère. Et tout ça, son papa a débordé en parole. Donc, il a presque maudit. Elle a regardé seulement comme ça, elle s'en foutait. Mais seulement, on la battait comme ça, mais elle était intelligente. C'est ça qui perturbait maintenant son papa. L'enfant que tu as tapé, elle a pleuré, elle est partie à l'école en pleurant et tout ça. À la fin de l'année, comme ça, première de la classe. Ils sont restés comme ça jusqu'en 2012. Le papa a décidé de les installer au Canada. Donc, c'est l'installation là au Canada qui a fait que elle et son copain se sont séparés. Son copain Moussoaï, il est là. Ils sont partis au Canada. Tellement il avait l'argent. Il est parti les installer au Canada parce que son père, à lui, avait déjà pris la retraite. Et son père n'avait pas de maison. Son père, il était redevenu locataire. La retraite du Congo, là, on ne paye pas aux gens. Et même si on te paye, on va te payer combien? Pour entretenir toutes tes femmes. Donc, son papa, le grand-père, hein, le grand-père paternel, il est passé des riches à pauvres. Elle dit, mon grand-père, là, si on te dit que ce grand-père a été riche, tu vas dire c'est faux. Des riches à pauvres. Heureusement que son fils, mon papa, avait beaucoup d'argent. C'est papa qui lui avait acheté une voiture pourrie. Papa lui dépannait, mais ça suffisait pour lui et sa maman. Jamais ton fils va te donner l'argent qu'il va voir tes femmes. Donc, leur grand-père était pauvre. Son grand frère aîné, pauvre, bien sûr, il n'était pas intelligent à l'école. Ses petites sœurs se sont mariées. Il y en a que ça va et tout ça. Elles ne fréquentent pas leur maman comme elles ne l'aiment pas. Ils ne partent pas chez eux parce que les tantes là sont hostiles. Comme elles n'aiment pas leur maman, elles trouvent que se sont moches et ressemblent à leur maman. Et tout ça. Donc, tu vois une famille comme ça. Vous avez des cousines que vous ne savez pas si vous devez être copine avec vos cousines ou pas parce que vos mamans sont un genre. Donc, sa maman, quand on lui a dit qu'on va l'installer au Canada, pour elle, c'était la délivrance. Elle dit, pardon, je pars dans un pays des droits. Elle a accepté. Ils sont arrivés au Canada. Le papa a acheté une maison. C'est un riche, non? Il a acheté la maison à Montréal. Il a installé sa femme et les enfants. Quand il arrive là-bas, elle avait 19 ans. Elle avait 18 ans. On lui a fait passer les bacs au Canada. Donc, elle a eu le bac à 19 ans parce que le papa là s'en foutait. Il a fait voyager à 18 ans au lieu qu'elle fasse le bac à Kinshasa. Donc, elle est venue faire le bac à Montréal. Quand elle a son bac, du coup, ils doivent aller à l'université. Ils arrivent là-bas, donc ils commencent maintenant à gérer la maman au niveau d'Europe. Ça veut dire, quand prenons que les courses pour manger, c'est $1000. Il envoie $1000. Électricité, patati patata, voiture, 500, il envoie 500. Les enfants là, donc, les 3 premiers, elle avec ses aînés, elle dit, démerdez-vous, il faut que vous appreniez à vous débrouiller, à travailler, à jobber. Vous êtes en Europe, hein, vous êtes à l'étranger. Ici, les gens travaillent. Donc, il voulait que ses enfants apprennent à travailler et étudier en même temps. Donc, il leur a imposé ça. Mais seulement le truc est qu'il ne paye pas tous les frais universitaires. On va dire qu'il paye l'université, mais les autres accompagnements, là, vous allez payer vous-même. Tout ça parce que c'était peut-être sa façon de les éduquer pour qu'ils se réveillent, qu'ils se battent dans la vie. Maintenant, elle dit, elle a étudié comme ça.
quand elle est arrivée là-bas, elle avait besoin d'un copain parce qu'elle était déjà habituée à avoir un copain. Elle a essayé de chercher un copain là avec qui elle sortait, mais les copains aussi n'avaient pas l'argent, c'était un étudiant. On a appris ça chez eux. Son petit frère, elle dit son petit frère était très songi, donc tout ce qui s'est passé, il allait dire à son papa. À la maison, en tout cas, lui, il disait à la maison. Et puis, comme ce sont des garçons, le papa, c'est un vrai moulouba. Donc, il éduque ses enfants, ses fils, que vous êtes mes proches. C'est vous qui êtes les chefs de la maison ici. Vous devez me dire tout ce qui se passe. Elle dit, même si tu tousses, papa Kinshasa, c'est que tu as toussé. Si tu es rentré à 19h, au lieu de 18h30, à Kinshasa, papa sait. Quand papa viendra, on va te taper pour tout ce que tu avais fait quand il n'était pas là. Elle dit, imagine papa nous taper au Canada. Au Canada, il nous tapait et il tapait maman au Canada. Maman courait dans la maison là au Canada, on avait déjà grandi, on est à l'université. Maman est déjà devenue grosse. Papa, hey! J'ai détesté les balouba, Kabibi. Elle détestait les balouba. Elle se disait, il ne peut jamais se marier à Moulouba. Comment il peut taper maman, nous sommes à l'université? Il a tapé. C'est sa femme. Elle n'avait rien à dire. Elle était déjà habituée à taper depuis au Congo. Il a tapé. Elle a même laissé tomber le copain là parce que la maltraitance chez eux avait dépassé. Du coup, quand il est venu là taper là-bas, il dit, oh, tu as le copain et tout ça, tout ça. Il a dit, il ne va plus payer ses études. Elle est bête. Elle est vraiment la lignée de la famille de sa maman. Sa maman, il avait engrossé à l'université. Donc, elle, hein, comme elle part à l'université, elle aime les garçons. On va l'engrosser comme sa maman. Alors, lui, il n'a pas l'argent jeté pour une fille comme ça. Il ne va plus payer. Elle a essayé de payer elle-même pendant 1 an. Elle était essoufflée. Elle a laissé tomber. Donc, elle a fait 2 ans d'université, de comptabilité ou quoi qu'elle faisait là. Elle n'a pas su, elle a arrêté. Elle a commencé seulement à travailler. Quand il est rentré de Kinshasa, on lui a dit que ses frères l'ont accusé qu'elle n'aime pas plus à l'université. Elle part seulement se balader, elle ne va pas vendre au magasin ou quoi. Oh là là. On l'a tapé au Canada, on lui a coupé les cheveux au Canada. Avec le froid du Canada, on l'a rasé les crânes. Chez eux, ils étaient comme sous domination du papa. Le papa a commencé à la mépriser comme quelqu'un qui a fait quelque chose pendant qu'elle n'a rien fait. La fait souffrir, il l'a insulté et tout ça, il l'a méprisé. Elle dit, tellement que son papa l'a méprisé, ses frères, comme ce sont des baloubanons, chez eux, ils sont 2 garçons, ils ont commencé à la mépriser comme leur papa. Tu sais, quand on te parle trop mal devant tout le monde pense que c'est normal, on doit te parler comme ça. C'est pour ça que quand elle écoutait l'histoire des bijoux, elle a pensé à elle-même. Elle a dit, tu vois comment on faisait la bijou là? C'est comme ça qu'on me faisait moi au Canada, chez nous. La personne qui était gentille avec moi, c'était maman et mes soeurs qui étaient aussi des victimes. Mais les garçons là, les frères, les enfants des papas. Papa n'est pas là, mais vous sentez sa présence. Vous êtes stressé dans la maison. Donc, elle est restée comme ça. Le papa a dit que tu dois recommencer l'université. Elle va recommencer comme elle n'a pas l'argent. Elle a sombré en dépression. Quand elle a sombré en dépression, là, elle a commencé à vouloir se suicider. J'ai sauté une partie. Avant qu'ils aillent au Canada, eux, ils priaient à l'église du pasteur Roland Dallot. Le pasteur Roland Dallot a une assemblée qui s'appelle Assemblée des dieux. Son église, là, s'est trouvée à Pompage. Hein? À Pompage. Pompage, c'est un quartier à Kinshasa. Le pasteur Roland Dallot, c'est un grand pasteur congolais, qui est prophète aussi, je crois, peut-être, je ne sais pas, mais c'est un pasteur. Donc, elle dit un jour, quand ils sont à l'église, là, c'était avant le voyage, ils étaient partis avec leur maman. Le pasteur dit, non, il va prier pour les familles. La maman leur dit, allez devant. Ils étaient partis à 3 enfants, les autres n'étaient pas là. Ils arrivent devant, il y a elle et ses frères, quoi, ils sont 3. Le pasteur prie, il dit, parmi vous là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a une étoile très forte, quelqu'un qui a une grande destinée, quelqu'un qui aura une grosse vie. Et tout ça, en tout cas, il faut beaucoup prier. Il leur demande leurs noms et tout ça, il donne les noms. À son tour, il lui demande, toi, tu es né quand? Elle dit non, prenant que c'était en janvier. Elle lui dit non, je suis né au mois de février, le mois prochain. Ok. Avant ton anniversaire, fais un jeûne de 3 jours. Tu fêtes ton anniversaire, après tu fais encore un jeûne de 3 jours. Prie vraiment, prie, parle à Dieu. Prie vraiment de tout ton cœur, prie. Ça là, quand le pasteur lui a dit ça, ils sont à Kinshasa, elle sort encore avec le garçon Moussoï là pour lequel on la tape, le garçon de l'IBTP là. Là, ils sont en train de préparer le voyage pour le Canada.
Elle dit, Kabibi, j'ai prié comme il m'avait dit. J'ai fait les jeûnes comme maman savait. J'ai fait les jeûnes de 3 jours, tout ça. Quand j'ai fini de prier, là, je n'ai rien vu, rien senti, rien ne s'est passé. J'ai dit, ah, les pasteurs aussi, ils aiment se faire important quand ils appellent les gens devant l'église là-bas pour qu'on voit qu'ils ont des révélations. C'est passé. On était des habitués des églises, on partait, on nous tapait, nous savons avec maman à la maison et tout ça, mais on partait à l'église. On arrive au Canada, ça se passe comme je vous ai expliqué là. Du coup, elle est sombre en dépression. Quand elle sombre en dépression, elle veut se suicider. Du coup, elle dit, dans sa tête, elle dit, tous les jours, je me réveillais, je regardais les médicaments. Comme j'étais intelligente, j'allais à l'école, à l'université, je savais que si je bois ça, direct, coup direct. Donc, toute la nuit, je fais comme ça, je pense, je fais des projets, je vais me réveiller le matin, je vais boire ça. Comme ça, je vais m'écouter la vie. Quand elle se réveille le matin, quand elle arrive devant les médicaments comme ça, elle se rappelle que se suicider, c'était un péché. Elle dit, c'était seulement ça la seule raison qui l'a dissuadée. Mais l'envie était là, le projet était là, la composition était faite dans la tête. Quand elle arrive dans la salle de bain comme ça, vous voyez les belles maisons, derrière les salles de bain, un côté armoire, des médicaments et tout ça. Elle a déjà réfléchi, dit, ah, les médicaments là, de tension, ou bien les médicaments là, si je prends ça, je mélange avec ça, elle regarde tout ça. Quand elle arrive pour prendre, elle dit, hey, toi, tu veux boire ça, tu ne sais pas que c'est un péché. Elle ferme l'armoire. Elle rentre, elle dit, elle est restée comme ça presque 1 an et demi. 1 an et demi de dépression. Maintenant, quand elle a déprimé, elle n'arrive plus à travailler, à se concentrer. Elle est devenue encore bizarre. Maintenant, imaginez les traitements dans la maison. Ces deux frères Balouba là, il l'a méprisé parce qu'elle était devenue comme une folle. Elle était devenue comme quelqu'un qui n'avait plus d'objectif. Comme, tu vois, elle se sentait plus. Son papa l'avait brisé. Son papa l'avait vraiment brisé et ses frères accentués. Ils avaient comme une clique de sorciers. Donc, sa tête ne fonctionne plus bien. Elle reste dans la dépression et tout ça. Un jour, son papa, là, il vient du Congo. Il arrive. Il dit à ses enfants qui vont à l'école, hein, qui vont à l'université, ah, on va faire un point sur quoi, les études, non? Ce que vous faites. Comme il est très intelligent, il a fait Polytechnique, connaît tout. Donc, il dit à ses enfants, chacun à son tour vient, ils vont faire un point sur les études universitaires parce qu'il veut se rassurer qu'ils vont à l'université. Donc, toi, quand tu viens, non, moi, tout ça, on a étudié comme ça, on avait fait comme ça, je suis à tel niveau, j'avais présenté, j'avais fait mon stage et tout ça, vous discutez de comme ça, il comprend si tu mens ou pas. Maintenant, quand il a fait avec les 2 aînés, il arrive à son tour. Tout le monde est au salon, hein. Il arrive à son tour. Il dit, ah, la pute ici qui va finir pute dans la rue ici, même qui ne va même pas allez, sors devant moi, et tout ça. Elle dit, la façon que son papa, elle dit, tu vois, les gens s'insultent, hein, tu es une pute. Ça te fait rien en fait. Mais quand ton papa, qui t'a mis au monde, qui t'a élevé, que toi tu étais première de la classe, jusqu'au bac même que tu as eu au Canada, te regarde en face devant tous tes frères et sœurs. Il dit que toi tu es une petite, tu es une vaurien, elle sort devant mes yeux. Son papa l'a insulté, tu vois. Donc il l'a méprisé et dit, je me suis sentie vide, nulle. Je l'ai regardé comme ça. J'ai quitté de la pièce. Comme je le connais, là, il peut sauter, il va me taper, il va encore me couper les cheveux. Je suis partie dans la chambre. J'ai pleuré de tout mon cœur. Quand j'ai terminé de pleurer, j'ai dit, tu vois, ce monsieur ici, mon papa, je ne veux plus jamais lui donner l'occasion de m'insulter dans ma vie. Je dois me lever pour ma vie. Je dois me lever pour ma vie. Ce monsieur, c'est qu'il a dit que moi, je suis une pute. Je suis rien du tout. Je lui fais honte et tout ça. Non, 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 il va regretter, il n'a qu'à manger son argent. Je vais étudier. C'est comme ça qu'elle s'est révoltée elle-même. Elle est partie rechercher du travail. La dépression est finie. Parce qu'on l'a insultée, la dépression est finie. Elle part chercher le travail, elle est rentrée à l'université. Quand elle arrive à l'université, elle étudie et tout ça. Lui, il vient, il s'en fout, il ne sait même pas ce qu'elle fait. Ça ne l'intéresse même pas. Il sait qu'elle va aller où? Ça ne l'intéresse même pas. Elle sort le matin, elle rentre et tout ça. Elle a fait ses études. Il lui restait que 2 ans parce qu'elle avait déjà étudié 2 ans. Donc, pendant les 2 ans-là, elle dit, tu vois, Dieu sait faire les choses. Quand elle a fini ses 2 ans d'université, à l'université, là, il y avait un garçon qui la suivait, un Camerounais. Elle qui a déjà des problèmes comme ça, bon, déjà, elle ne cherchait pas un moulouba. Elle le calculait même pas. Elle dit, tu vois, tellement que papa m'avait choqué, j'étais partie pour étudier. Donc, toutes ces dragues-là qu'il faisait, oh, je t'invite. Je ne partais même pas, il ne m'intéressait pas. Toute la liste des garçons qui me suivaient, je m'en foutais. Mais lui, il insistait. Il ne me suivait pas. Je me disais, comment c'est comme un chien comme ça, mais c'est comme ça, c'est quoi? Le garçon-là s'appelait Arnaud. Maintenant, quand ils sont arrivés vraiment à la fin, lui, Arnaud, il avait déjà fini l'université. Il est parti chercher du travail. Il vient tous les jours pointer à l'université pour la suivre. Et, papa, il n'y a pas de Camerounaises ici à Montréal. C'est quoi avec moi?
Toi, tu finis ton travail, tu viens à l'université, tu viens chercher quoi? Oh, je viens te chercher. Oh, je viens comme ça. Maintenant, quand l'année est finie, elle a vu vraiment que non, c'est fini, il reste 1 mois, l'université, c'est fini. Moi, je suis très intelligente, je vais terminer. J'aurai mon je vais réussir. Elle a dit, bon, j'écoute un peu les Arnaud ici, suiveurs. C'est comme ça qu'elle écoute. Oh, moi, vraiment, je suis Camerounais, moi, je t'aime, moi, comme ci, moi, comme ça. Elle a dit, bon, ok. Moi aussi, je t'aime alors. Oh, tu m'aimes alors? Bon, je vais t'aimer, mais invite-moi d'abord. Il a invité dans les petits restaurants des jeunes, des restaurants des étudiants et tout ça. Il avait une voiture. Une fausse voiture normale, quoi, des garçons seulement qui commencent la vie et tout. C'est quand ils commencent à discuter. Quand ils discutent, ils sympathisent. Finalement, elle termine, elle a réussi et tout ça. Elle trouve du travail. Elle trouve du travail dans une banque. La fille qui m'a appelée, elle est conseillère bancaire. Donc, quand elle trouve son petit travail, lui, Arnaud, il fait qu'elle la suivre. Elle accepte, non, elle sort avec lui. Donc, on va dire, elle a fini l'année. 3 mois après, enfin, quand elle a fini, ils sortaient ensemble. 3 ou 4 mois après, elle est tombée enceinte, mais elle venait de trouver du travail. Quand elle tombe enceinte, elle a peur. Donc, elle a fait comme sa maman, en fait. Elle est tombée enceinte 3 ou 4 mois après avoir fini l'université. Elle dit à Arnaud, je suis enceinte. Arnaud lui dit, il ne faut pas avorter et tout et tout. Parce que lui, Arnaud, son histoire, c'est quoi? Il est bamiléké. C'est quand elle est enceinte que Arnaud lui ouvre son cœur. Il lui dit, moi, je suis un bamiléké. Ma maman, elle était tombée enceinte de mon papa. Chez les bamilékés, quand une femme elle fait un enfant, avant qu'on l'épouse, l'enfant là doit porter le nom de la femme. Il ne va pas porter le nom du mari. Donc, elle, la maman, elle avait engrossé, elle a accouché Arnaud. Quand elle termine, le mari là ne l'épouse pas parce qu'il est étudiant. Des maris étudiants, la maman commence à galérer. Elle habite chez la tante, la chasse, elle part habiter. Vous voyez un peu la souffrance de l'Afrique. Le papa là, il termine. Quand il termine, il a l'argent. Il part d'abord tourner la vie, il part un peu s'amuser, toucher un peu d'autres filles. Quand il a fini de toucher, Arnaud a déjà grandi un peu les 6-7 ans là. C'est quand maintenant il décide de venir épouser la maman d'Arnaud. C'est comme ça que elle va dans le mariage, mariée maintenant avec alliance et tout. Quand il épouse, il met au monde d'autres enfants. Maintenant, les petits frères d'Arnaud, du même père et de la même mère, ont d'autres noms. Parce que Arnaud, il a le nom de sa tante et de son oncle, les frères de sa maman. Quand on l'avait mis au monde, la maman n'était pas mariée. Donc, Arnaud, là, la famille d'où il vient au Cameroun, autorité, riche, mais il n'a pas le nom de son papa. Donc, elle aussi, bon, je ne suis pas camerounaise, elle ne connaissait pas son nom. Donc, elle se met avec Arnaud sans savoir qui est Arnaud. Arnaud, quand il amène dans les petits takeaway, les KFC, les choses comme ça, c'est pour voir si elle est matérialiste, pour la découvrir, la connaître. Il ne lui montre pas sa vraie face, que moi je suis Arnaud, le fils de un tel. Non, il est simple, parce qu'il cherche une vraie femme qui va l'aimer lui, pas le nom de son papa. C'est pour ça qu'il avait les difficultés à aimer les Camerounaises, de connaître le nom de son papa. Mais le problème aussi, c'est qu'Arnaud, quand on a épousé la maman commence à faire des enfants, elle a envoyé Arnaud là au Canada peut-être à 10 ans, 11 ans. Il a grandi là-bas, il n'a pas l'état d'esprit des Camerounais, du bled vraiment trop traditionnel et tout. Non, il est Camerounais, oui, mais il n'est pas dans les détails. Ses amis sont des Blancs, des Canadiens, des choses comme ça. Il est vraiment intégré. C'est comme ça que Arnaud lui explique que lui, il est l'enfant d'un tel. Bon, elle, comme elle n'est pas camerounaise, elle n'avait pas capté tout de suite. Elle a compris que son papa, c'est un politicien ou quoi. Bon. C'est bien, ça veut dire qu'il vient de bonnes familles. De toute façon, c'est mieux parce que moi, je suis de bonnes familles. Papa a l'argent. Donc, quand elle est enceinte, elle dit à sa maman lui dit, on ne va pas dire à ton papa va t'achever, on va t'épouser enceinte. Elle dit, Kabibi, avec maman, on a fait, c'est que les Balouba ne font pas. Moi, on m'a épousé enceinte. Papa ne savait pas. On a taché le ventre. Comme maman, des gens l'a tapé comme ça. Je dis, on va encore taper ma maman pour moi. Elle m'a dit, c'est que tu as fait là, tu m'as cherché la mort, mon mariage va finir. Tu crois qu'il va accepter de prendre la dot toi enceinte? Yo, on va fermer les ventres. On a serré les ventres de la fille ici. On a dit au papa qu'elle doit se marier express parce que le mari a fait ce quoi. Le papa demandait. Il fait quoi dans la vie? Oh, il travaille. Mais comme elle-même aussi, elle travaillait, et le papa savait qu'il ne s'entendait pas, il ne voulait pas qu'elle parte de la maison sans qu'on l'épouse. Donc, le papa a accepté. On l'a dotée enceinte.
par le Camerounais. Quand on l'a doté comme ça, elle dit, tu sais moi, quand on m'a doté, moi, j'avais compris que son papa était politicien. Le cadeau de la dot, tu vois quand on te donne ring, la bague des dots, des fiançailles. Il est venu là, fait la dot à la maison et tout et tout. Il y avait une fête, hein, quelqu'un de leur famille s'est marié, ils sont partis à Ottawa, c'est où là. Quand elle revient de la fête, parce qu'ils ont fêté samedi, ils sont restés jusqu'à jeudi, ils sont restés vraiment fêtés toute une semaine. Quand elle revient de la fête, il vient la chercher et il lui dit que non, il a un cadeau pour elle. Elle demande, non? Ils sont dans la voiture, ils roulent, ils arrivent devant une maison là. Ils parquent. Il dit, ah, les garçons ici ont trouvé une maison, on viendra habiter. Quand ils descendent comme ça, il prend les clés, il lui donne, je t'ai donné la maison ici. Elle dit, hein? Elle dit, je t'ai donné cette maison, c'est devenu pour toi. Elle dit, comment ça, cette maison est devenue pour moi? Elle dit, je t'ai offert parce que tu es ma femme. Je t'avais doté, non? Je t'ai doté il y a des semaines. Elle dit, oui. Elle dit, c'est ça les cadeaux de la dot parce que tu m'aimes. Tu m'as accepté. Elle dit, Gabibi, je croyais que j'ai des garçons ici, ils fument des pétards ou quoi? Toi, où est-ce que tu as trouvé l'argent pour la maison? Arnaud, là, qui l'a suivi, il partait à l'école parce qu'il voulait étudier. Quand elle a rencontré Arnaud, quand il l'a suivi comme un chien au campus, là, il avait 10 maisons, 10 au Canada. Le mari qu'il a épousé avait 10 maisons. Donc, il a pris une de ces maisons, il a changé les noms, quoi, il lui a donné. C'était le cadeau. Mais quand il lui a donné là, il ne lui a pas dit qu'il en avait 10. Il lui a dit seulement, je t'ai donné. Elle n'a pas cru. Mais ce n'est pas possible. Il dit, 5 fois, je t'ai donné. Il lui a montré les papiers et tout ça, que non, on part, tout ça, on va mettre ton nom, tout. Ils sont partis, on a mis les noms, c'est devenu sa maison. Ça l'a dépassé à un niveau. Il a dit, mais l'enfant ici, il est qui? Le papa d'Arnaud est millionnaire au Cameroun. En tout cas, il est très riche. Il a investi. Arnaud, c'est le fils aîné. Ça veut dire que c'était le plus grand qui était au Canada. Son papa avait amplement confiance en lui. Arnaud, là, il venait à l'université. On va dire que peut-être il faisait, on peut dire quoi? Quand ils se sont connus, quand lui, il était à l'université, on va dire qu'il faisait comme licence des droits. Mais en fait, il était déjà licencié en économie. Donc, il a fait l'économie, il a terminé. Il a travaillé un peu, il est revenu faire licence des droits, juste 2 ans. Hein, compléter les diplômes. C'est quand il l'a rencontré. Mais il venait seulement simple au campus. Elle ne savait pas qu'il était déjà riche, il était déjà quelqu'un dans la vie. Elle ne le connaissait pas, c'était un Camerounais. Elle s'est mariée à un riche sans le savoir. Elle a dit, tu t'imagines qu'il m'amenait dans des kebabs, dans des takeaways, dans des forts restaurants comme un étudiant, alors qu'il était blindé d'argent. Beaucoup d'argent. Elle dit, moi, mon mari, parce qu'après, dès qu'elle a accouché, ils se sont mariés. Mariage pompeux. Cette fille-ci, on l'a épousée en l'an 2000. Là, maintenant, elle a 3 ans de mariage. Elle a 2 enfants. Elle a un bébé, elle a un tout petit bébé. Elle a un bébé, elle vient d'accoucher de son 2e enfant. Elle dit, Kabibi, moi, je suis riche. Nous sommes des riches avec Arnaud. Mon argent que je travaille, parce qu'elle travaille toujours, elle préfère, elle est conseillère financière. Elle dit, son papa, le respect. Elle dit, imagine, le jour de mon mariage, papa m'a demandé pardon. Elle dit, c'est un moulouba orgueilleux, mais imagine, papa m'a demandé pardon le jour de mon mariage. Arnaud, là, quand on a demandé la dot, si on a demandé 10 wax, il en a ramené 20. 2 chèvres, il en a ramené 4. Donc, la dot, il a doublé, parce que Arnaud, je l'avais aimé sans argent. En fait, Arnaud savait que je l'aimais pour rien. Je l'aimais qu'on va chercher la vie, on va prendre l'appartement, on va économiser, on va acheter la maison. C'est ça qu'il aimait chez moi. Il m'a doté double. Papa est resté bouche bée. Bouche bée. Il a épousé à la mairie, à l'église, partout. Ils habitent en villa, parce que déjà, il en a 10. Ils ont déjà mis en location, ils ont des maisons. Elle dit, elle, son argent qu'elle gagne comme conseillère bancaire, c'est pour acheter les tissages. C'est pour faire les vernis. Elle m'a dit dans le voice, mon mari prend soin de moi à 110%. Donc, il a dépassé même 100%. 110%, c'est elle-même qui a dit ça dans son voice. Elle a tout. Elle m'a dit, va me regarder sur Facebook. Elle m'a donné le nom de son mari. Je suis allée sur Facebook. Son mari, son Facebook est ouvert. J'ai vu ses maisons. Elle a déjà fait, elle a une maison là. C'est une grande salle. Je crois que ça doit être le salon. Elle a fait ça à la crèche de son bébé là qu'elle a accouché qui a 4 mois ou 5 mois là. C'est là qu'elle a mis pour que son bébé va ramper et tout ça. La fille ici a l'âge. Mais maman, il y a l'association. Hein? Ah! Maman,
Tu as laissé les voix, tu n'as pas parlé de l'association. Tu ne vois pas les PayPal. Pendant que j'y pense, elle a mis la crèche de son enfant. Mais ce que j'ai aimé dans leurs photos, en tout cas, ils sont simples. Ils ne sont pas sophistiqués. Non, non. Le Arnaud, là, il a seulement les dents. Il est heureux avec elle. Donc, quand tu regardes les photos, il faut que tu aies un mauvais cœur. Non. Quand tu regardes seulement leurs photos, tu vois qu'ils sont complices. Comme ils se regardent. Le mari a les dents seulement. Tu vois que le mari, là, il est heureux d'être avec elle. Il est comme ça avec les enfants. Il n'a même pas fermé son Facebook. Ce n'est pas le Facebook de la fille, c'est le Facebook du mari qu'elle m'a donné. Mais c'est elle qui est partout. D'abord, même les profils, même c'est eux deux. C'est elle qui est partout. Donc, si tu calcules son mari, tu auras le gros cœur. Il a déjà mis partout, 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 partout. Elle dit le respect que son papa lui a donné. Elle dit, papa, avec l'orgueil qu'il a là, il m'appelle pour me demander comment il peut investir son argent au Canada. Tellement que mon mari a trop bien investi. Mon mari est très intelligent. Mon mari a 2 diplômes universitaires. Il gagne son argent et il a les investissements. Son papa et sa maman, là, ils font les tours. Ils viennent au Canada, ils repartent et tout ça. Ils se sont présentés mutuellement. Le papa est fier. Déjà, c'est un Moulouba. Il a vu maintenant que sa fille s'est mariée dans une famille de riches comme lui. Qui peut parler de moi? Moi, là, qui tapais et rasais la tête. Tu ne peux pas croire que quand tu entends papa parler de moi, tu vas te demander où sont passés ses fils. Sa sœur aussi est mariée. Sa sœur aînée est mariée. Mais elle est mariée à quelqu'un de normal. Elle dit, moi, j'ai eu la chance, je suis tombée sur un riche. Et ma sœur, elle est mariée à quelqu'un de normal. Je ne peux pas dire que ma sœur est pauvre. Ils ont tous les deux étudié. Ils gagnent leur vie. Comme moi, je pensais qu'on allait construire notre vie. C'est comme ça que ma sœur construit sa vie avec son mari. Les 2 autres là, ils sont encore à la maison avec maman. Son papa, il est déjà à la retraite. Le travail est déjà fini. Non, il n'est pas à la retraite. Son travail est fini. C'est pour ça qu'il a su pour qu'il investisse son argent au Canada. Donc, il est en train de calculer. Il peut vendre quoi, il peut faire quoi pour venir investir son argent au Canada parce qu'eux, ils ont trop bien investi. Ils sont jeunes. Cette fille-ci, elle a 29 ans. Celle qui m'a appelée la millionnaire, là, la riche, là. Elle a que 29 ans. Elle dit que son frère aîné, qu'on avait accouché là, quand sa maman avait arrêté les études, il a 35 ans. Donc, ils sont encore très jeunes chez eux. Ils sont tous en train de débuter la vie. Elle dit, Dieu l'a bénie. Elle a raconté son histoire parce qu'elle a écouté l'histoire de Maman Bijou. Elle dit, tu vois, elle a très bien compris cette histoire-là parce que elle dit, elle peut la comprendre. Quand tu es méprisé dans votre famille, hein, ça te casse. Ça te casse, mais elle a eu les réflexes de se lever. De se lever par rage parce qu'on l'avait insulté qu'elle était pute. Or, elle savait qu'elle était très intelligente dans la vie, qu'elle était vaurien. Elle dit, c'est seulement la rage là qui a fait que je me suis levée et je suis allée dans le bonne université. En fait, j'ai rencontré seulement la bonne personne. Mais quand même si je ne l'avais pas rencontrée, j'ai fait mes études. De moi-même, avec mon salaire, je gagne bien. Je travaille dans une bonne banque. Donc, de moi-même, je peux aussi vivre. Mais Dieu m'a béni. Elle dit, c'est après qu'elle a dit, le pasteur Dalo là, il nous avait appelés, nous 3 là devant, il nous a dit que parmi vous, je vois quelqu'un qui va briller, quelqu'un qui sera fort, qui sera puissant. Elle dit, donc c'était moi. Elle dit, dans ma tête, je ne pouvais même pas penser à ça. Le papa m'avait fait gêner pour rien. En plus, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fini, je n'ai rien vu. Alors que Dieu garde nos prières là-bas. Il y a la boîte de les prières que tu avais priées depuis longtemps. Elle a partagé son histoire pour fortifier surtout Maman Bijou. Pour lui dire qu'elle s'élève, qu'elle se batte. Elle s'était levée, elle s'était battue. Parce que la dépression qu'elle avait pendant 1 an et demi, elle-même, elle reconnaît qu'elle était devenue bizarre. Bizarre, donc, sa vie est finie, elle ne réfléchit plus. Elle est devenue comme si elle est bête, pendant qu'elle était intelligent. Elle dit, il faut seulement le problème, c'est qu'il faut passer l'étape. Il faut te donner une force. Il n'y a personne qui peut donner cette force-là. Il n'y a que toi-même. Elle dit, aujourd'hui, quand je pense que je voulais même me suicider, je m'étonne, je dis, j'allais rater la vie ici. Quand elle regarde ses enfants, elle dit, donc j'allais mourir, je n'allais pas mettre au monde dans ma vie. Oui, elle allait mourir parce qu'elle partait de la salle de bain, elle ouvre puis elle se rappelle que, se tuer, c'est un péché. Mieux vaut que je rentre seulement mourir comme ça dans la chambre. 1 an et demi de dépression, tu ne sors pas au Canada. C'est la même fille qui est au Canada qui roule maintenant aujourd'hui en Porsche Cayenne. Donc la vie, c'est un combat, il faut se battre, il faut se lever, il faut se motiver, il faut croire en soi,
Elle avait cru en elle-même toute seule parce que pour son papa, il ne croyait plus en elle. Ses frères la brimaient. Donc, c'était vraiment les déchets de la famille que confirmés même par papa. Donc, tu es rien du tout. C'est son histoire. Merci beaucoup, maman Gisèle, pour ton partage. Merci pour ta belle histoire, ta belle expérience. Quand j'ai dit aussi, la chaîne Kabibi Show, ce n'est pas une chaîne thriller. Quand vous avez des belles histoires, des belles vies, n'hésitez pas à nous les raconter. Ça encourage, ça fortifie. On n'est pas là que pour plairer. On veut aussi savoir qu'on prie aussi un Dieu vivant qui bénit aussi les gens. On veut savoir qu'il y a aussi des gens heureux sur la terre, hein, des gens qui ont des belles vies. Ce n'est pas toujours les gens qui sont morts, les gens... Non, il faut aussi des belles histoires. En tout cas, j'étais agréablement surprise quand je suis arrivée à la fin de tes voices. Parce que quand j'étais arrivée à la part, tout était en déposant, j'ai dit, oh là là, Kabibi, ça c'est quoi encore? Il va finir ou elle va sauter par la fenêtre ou comment? Donc, j'écoutais ton histoire stressée, mais après, j'étais vraiment, comme on dit, agréablement surprise. C'est pour ça que je suis allée carrément dans le Facebook de ton mari. Je vous ai vu. Je vous ai vu. Tu vois, je t'ai dit, pour la salle là que toi-même tu as écrit, ou c'est ton mari qui a écrit que vous avez fait la crèche de votre enfant. Tu vois que j'ai vu, donc j'ai vu tes photos. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Merci pour cette belle histoire en espérant qu'elle va fortifier une personne, elle va encourager une personne à se lever, à se motiver, à se bouger, à se battre pour soi-même, à se donner le meilleur, à se donner une chance dans la vie. Qui n'essaye rien n'a rien. Merci à tous. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En vous remerciant d'avance pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous encourager mutuellement à commenter l'histoire de cette maman qui nous a partagé avec joie et grand cœur. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.